c'est de l'infrastructure, c'est des choses qui permettent que ça fonctionne de façon cohérente. La distribution Debian complète elle-même recense actuellement plus de 26 000 paquets. Donc ça, il faut bien sûr mettre une date parce que ça change avec le temps. C'est en mars. Certains paquets spécifiques ont été ajoutés, bien sûr, qui viennent d'autres sources, en utilisant la méthode d'empaquetage de Debian pour fournir une cohérence. Par exemple, chaque logiciel a un mainteneur identifiable qui signe le travail. C'est très important. C'est-à-dire que ça permet pour les élèves qui voudraient faire évoluer la clé qu'ils ont, rajouter un ou deux logiciels, ils savent en téléchargeant que le logiciel qu'ils rajoutent ne contient pas de virus. Et de façon étonnante, eh bien, depuis 10 ans que je connais ce système, j'ai jamais été embêté par un seul virus, ni par un seul antivirus. Il faut savoir que les antivirus, ça peut être aussi embêtant que les virus. Voilà, évolution et mise à jour. Donc, ces clés USB possèdent une zone qu'on appelle zone de persistance. Il est donc possible de mettre des données personnelles dessus, c'est important pour les travaux des élèves. Il est possible aussi de mettre à jour des logiciels et les logiciels se mettent dans la zone qu'on appelle zone de persistance. Bien sûr, ça a des limites. Une clé USB qu'on achète 10 € ne peut pas contenir autant de données qu'un vrai disque dur. Si on a fait un grand nombre d'évolutions, au bout d'un an, il est peut-être temps de, entre guillemets, recristalliser ça, le faire rentrer dans ce qu'on appelle la configuration d'usine de la clé, c'est-à-dire une zone où on n'efface pas ce qui existe et où on a optimisé un petit peu l'occupation de la place sur la clé USB. Mais ça, c'est technique, ce n'est pas vraiment important pour l'éducation. Et l'important pour l'éducation, c'est de savoir que ça peut évoluer, être mis à jour facilement. Voilà, j'en ai fini. Si vous êtes intéressé par cette conférence, elle est disponible en ligne sur le site Offset, O-F-S-E-T, un seul F, et vous la retrouvez facilement. Elle est sous licence libre et vous avez la licence précise de chacune des illustrations. Donc, merci Georges. Je ne doute pas qu'il y ait de l'intérêt pour la solution que tu nous as montrée. Donc, avant de donner la parole à François Boquet, une question et ensuite on fera un débat après les 3 interventions. Non, bon alors François Boquet là, va nous proposer une solution, une réponse aux questions de mobilité. Un bureau virtuel, qui est une solution complémentaire à l'environnement numérique de travail tel qu'un certain nombre sont en train d'être déployés dans les académies. Donc il est sur le terrain qui suscite un peu des débats dans la communauté du libre autour du cloud computing. Donc à toi François, rassure-nous. Est-ce que tu as plusieurs fenêtres ? Ah ouais, c'est bon. Oui, donc je vais vous faire une présentation rapide et puis éventuellement ensuite, bien sûr, je participerai aux questions et si vous le souhaitez, vous pourrez visualiser plus dans le détail le fonctionnement de ce que je vais vous proposer. Donc effectivement, là, on vient de voir un exemple où en fait, c'est une clé qui va permettre d'embarquer un bureau qui va passer de machine en machine et la persistance est dans la clé. Ça pose évidemment, ça a un tas d'avantages et je trouve cette idée tout à fait intéressante et je l'utilise moi-même sur un certain nombre de choses. Mais ça pose un problème, c'est ce qui se passe quand on perd la clé. Mais d'un autre côté, c'est qu'on peut l'utiliser quand on n'a pas de réseau. Alors ce que je vais vous montrer a besoin d'un accès réseau pour que ça fonctionne. Donc ce que je vais vous présenter, et je vais le présenter en français, il y a des diapos qui sont en anglais parce que je n'ai pas pu les traduire. Le projet est un projet qui est à l'origine né en Catalogne, à Barcelone, qui existe depuis 2005 et qui est utilisé de façon importante dans le contexte éducatif en Catalogne et qui commence à l'être en France en particulier. Aujourd'hui, il est déployé pour la ville des Mureaux et expérimenté dans un certain nombre aussi d'endroits. Donc iOS, en fait, est un logiciel qui est exclusivement en PHP et JavaScript, qui est très facile à installer sur n'importe quel serveur HTTP. Et c'est à la fois un outil qui va permettre de faire du développement d'applications et un bureau virtuel qui est déjà disponible et déjà fonctionnel avec un ensemble d'outils
pour fonctionner, qui comportent en particulier des outils de traitement de texte, de bureautique, au sens plus large d'ailleurs que le traitement de texte, qui peuvent importer, exporter des fichiers au format OpenOffice ou au format Microsoft Office, et qui va permettre de travailler quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire soit en situation de travail dans un labo, dans un collège ou dans une école primaire, soit à domicile, parce qu'une grande partie maintenant des enfants ont des équipements à domicile, mais ils ne peuvent pas forcément modifier les configurations des ordinateurs familiaux, mais également dans les espaces publics numériques, les bibliothèques ou les machines fond de classe, puisque en école primaire, on a souvent des machines fond de classe. Et donc l'idée, c'est que ce bureau fonctionne avec un navigateur et tout s'exprime à travers un navigateur web. Donc il vous suffit d'avoir des machines qui sont configurées avec un navigateur de type Firefox en kiosque, c'est-à-dire qui s'ouvre en plein écran, et il n'y a plus besoin d'avoir rien d'installé sur les machines. Et vous pourrez voir une vidéo tout à l'heure, je n'ai pas le temps de vous la montrer là, où une école, Jacint Verdaguer, à côté de Barcelone, a comme ça 500 ordinateurs répartis sur plusieurs sites, un seul serveur, 3500 élèves, ça va du primaire à la fin du secondaire. Et pour chacun des groupes, il y a les outils nécessaires pour travailler de façon courante. Je vous montrerai des copies d'écran. Donc en fait, on est là sur ce qu'on appelle la logique du cloud computing, c'est-à-dire où on déporte les données dans un nuage sans savoir réellement où c'est. C'est un peu ce que vous faites si vous utilisez Google ou si vous avez succombé à Live@Edu, l'offre gratuite de Microsoft qui est en train d'inonder le marché et de conquérir de nombreux, y compris des universités, à ma grande stupéfaction en France. Des universités sont en train de passer au système Microsoft parce que c'est gratuit. Et donc, ça vous permet donc de créer vous-même votre propre nuage et de définir de l'endroit où vous le positionnez. C'est donc un des arguments massus, on va dire, par rapport aux détracteurs du cloud computing. C'est vous qui organisez votre nuage où vous le souhaitez. Ça peut être au niveau d'une classe, au niveau d'une école, au niveau d'une municipalité, au niveau d'un CRDP, où vous le souhaitez. Et bien sûr, ça permet en plus de faire des économies sur le coût des déploiements, les coûts de déplacement des gens qui maintiennent. On peut changer une application, quand on la change sur le serveur, on peut la changer pour des milliers d'utilisateurs en même temps sans avoir à aller réinstaller les applications sur chacun des postes. Puis bien sûr, ça évite des dépenses d'énergie importantes. Alors je vous l'ai dit, c'est un projet qui est né en 2005 et aujourd'hui, il est porté par 42 communautés dans le monde, donc dans 42 pays différents. Il y a aujourd'hui 620 000 téléchargements sur SourceForge du code parce que c'est très simple à installer. Donc vous tous, vous pouvez le charger et l'installer, ça vous prendra 5 minutes et vous pourrez tout de suite voir ce que vous allez pouvoir en faire. Bien sûr, si on veut le déployer pour des infrastructures plus lourdes, il faut passer un peu plus de temps. C'est traduit déjà dans 39 langues, donc y compris en chinois, à la fois simplifié et traditionnel. C'est traduit en arabe, en coréen, dans toutes les langues européennes. Et vous pouvez, en tant que responsable technique, très facilement incorporer de nouvelles applications qui sont soit des applications que vous développez avec l'environnement de développement qui est offert dans le logiciel, soit intégrer des applications web qui viennent d'autres endroits et très facilement donc articuler de nouvelles applications. Alors je passe sur, j'insiste quand même sur le fait que c'est très utilisé par le gouvernement de Catalogne, en particulier par la direction de l'éducation, l'équivalent de notre SDTIS en France, et qui soutient de nombreux projets. Vous allez en voir quelques exemples. Alors là, je vous ai mis quelques copies d'écran parce que j'ai malheureusement pas de débit ici. On est encore dans un salon informatique où il n'y a pas de connexion Internet. Et bon, donc je vous ai fait des copies d'écran. Là, c'est un exemple d'un déploiement qui est imaginé pour le Cube à Issy-les-Moulineaux, qui est un centre culturel, donc on n'est pas directement dans un contexte scolaire. Mais leur demande, c'est de disposer d'outils qui vont pouvoir être donnés à tous les participants à différents ateliers, retouche d'images, création de sites web, travail autour des wikis, etc. Donc le bureau se présente avec une interface telle que vous la voyez là, c'est-à-dire un bureau avec des icônes, des barres de menu qui sont complètement paramétrables et ajustables. Et quand vous cliquez sur une icône, vous allez pouvoir ouvrir différentes applications. Donc là, j'ai choisi de vous montrer comme application un lecteur de flux RSS qui va vous permettre d'avoir les informations qui proviennent de différents lieux, qui peuvent être un bloc de classe, un bloc de prof, un bloc de collège ou de lycée.
Ici, on a une application qui est imaginée pour faire du soutien scolaire, alors qui peut être du soutien scolaire public ou privé. Et là, on a en fait des accès privilégiés à des outils de collaboration synchrone avec un tuteur ou un père qui va permettre de faire de la visioconférence, de la prise en main, du tableau blanc partagé associé à la visioconférence et qui va donc permettre également